Bonjour, je m'appelle Mathieu et je veux aider les musiciens. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Musicien Stratégique. Pour cet épisode, j'ai réussi à accrocher le très occupé Mathieu Lussier, un collègue que j'estime beaucoup, un musicien hors pair et un pédagogue très apprécié de ses étudiants, et qui est aussi membre du quintet Pentaèdre, directeur artistique et chef de l'ensemble Arion, directeur artistique du Festival international du domaine Forget dans Charlevoix, professeur à l'Université de Montréal, chambriste et, ce qui m'impressionne toujours, quelqu'un que je trouve toujours zen, agréable et disponible malgré son agenda très chargé. J'ai invité Mathieu Lussier sur le podcast pour une bonne raison. Au-delà de mon propre enseignement, de mes activités liées aux musiciens stratégiques, je fais aussi du suivi individuel pour des musiciens qui préparent des auditions pour des orchestres, des récitals, des examens, etc. Et au fil des rencontres, j'ai été vraiment intéressé et fasciné à quel point les grands principes d'apprentissage de la musique que j'explique sur ce podcast s'appliquent différemment selon les situations. Est-ce que la personne est en récital solo et a donc une totale liberté de décision? Est-ce que la personne doit montrer en audition d'orchestre qu'elle saura se conformer aux directives d'un chef ou d'une chef? Est-ce que la personne doit s'entraîner à jouer une partie d'ensemble qu'elle devra jouer en portant attention au jeu d'autres chambristes? Qu'est-ce qu'une directrice artistique veut voir ou entendre dans le jeu d'une jeune musicienne qui cherche à percer? J'aurais pu réunir autour de la table un chef d'orchestre, une musicienne d'orchestre, un chambriste et un directeur artistique, et ça aurait sûrement donné une conversation intéressante. Mais j'avais aussi, en la personne de Mathieu Lussier, une personne qui a tous ses chapeaux dans une même semaine et qui peut bien expliquer, selon moi, les distinctions entre chacun de ses rôles. Je suis donc très heureux de vous présenter mon entrevue avec Mathieu Lussier, à qui j'ai évidemment demandé d'abord de nous parler de son parcours musical. Mon parcours ou ce que je fais maintenant, mais en commençant avec mon parcours, j'ai fait des études en basson, des études secondaires, des études de conservatoire, puis j'ai été bassoniste pigiste pendant de nombreuses années, en focalisant peut-être assez rapidement dans ma carrière sur la musique ancienne, sur les instruments d'époque, ce qui m'a permis d'agrandir un petit peu mon réseau de travail à l'extérieur de Montréal, où je serais peut-être resté plus confiné si j'étais resté un bassoniste moderne. Donc, j'ai joué à la fois du basson moderne et des bassons historiques, ce qui m'a permis donc de travailler dans le Canada anglais, aux États-Unis, un peu en Europe. Ensuite, disons, en développant ces activités-là, ça m'a donné des premières expériences de direction artistique, de direction d'orchestre aussi, d'enseignement, ce qui fait qu'aujourd'hui, en frais cinquantenaire que je suis toujours bassoniste, je suis chef d'orchestre, je suis professeur à l'Université de Montréal, où j'occupe aussi des fonctions de vice-doyen depuis 5 ans maintenant. Je suis directeur artistique d'Arion, qui est un orchestre baroque à Montréal. Puis, je suis aussi directeur artistique du domaine Forget de Charlevoix depuis 1 an, qui est une académie de formation et un festival international d'été. Donc, Mathieu Lussier a les chapeaux de soliste, chambriste et chef d'ensemble. Je lui ai demandé ensuite comment il décrirait les compétences à acquérir et les aptitudes à développer chez les musiciens pour réussir dans chacun de ces contextes. En fait, avec le recul, c'est toujours un peu difficile. Moi, à l'époque où j'ai étudié, dans les années 90, il y avait un chemin unique. On apprenait à jouer du basson, puis quand on était bassoniste, c'était pour se rendre dans un orchestre symphonique. Moi, ma carrière n'a pas du tout été ça. Puis, quelques années plus tard, en enseignant la gestion de carrière, en lisant des bouquins, je me suis dit, finalement, j'ai un peu instinctivement suivi quelques conseils qui sont produits dans les concours, c'est-à-dire dans les livres plutôt, c'est-à-dire d'abord d'être curieux, d'être ouvert et de comprendre peut-être que tout ça, c'est pas des axes séparés et que chacun de ces axes-là se nourrissent l'un l'autre. Je sais pas si on aura le temps de revenir sur, pour moi, une expérience qui a été déterminante, mais j'ai fait aussi un peu de radio comme chroniqueur invité pendant des années. Puis je me suis rendu compte que la visibilité que j'obtenais en faisant de la chronique de disques, rejaillissait sur la facilité que j'avais à avoir des concerts de musique de chambre au basson. Donc, en l'espace de 6 mois, j'étais certainement pas meilleur bassoniste, mais subitement, mon nom était plus connu
des auditeurs de Radio-Canada à l'époque, et donc j'ai pu avoir plus facilement des opportunités professionnelles parce que les gens m'entendaient, me trouvaient sympathique. Ils pouvaient pas mesurer si j'étais un meilleur bassoniste qu'un autre, mais ils connaissaient mon nom. Et donc, ça, c'est un des exemples, mais qui ont mené, en fait, à avoir une carrière assez diversifiée. Moi, ce que j'aime, c'est d'exercer le métier de musicien comme un peu, ça pouvait se faire au 18e siècle, qui est un peu le siècle de la musique que je joue, que je pratique, c'est-à-dire un peu un musicien à la fois touche à tout, mais donc où il y a moins de séparation entre les différents volets de la carrière. Donc, je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais j'écris aussi de la musique, j'en arrange, et donc, donc je suis tout ça. Je suis un musicien avec un grand M. J'écris, j'arrange, je joue, je dirige, j'organise. Et en fait, ce que ça fait, cette polyvalence-là, ça fait c'est que je m'ennuie pas, je reste passionné, je peux m'adapter aussi. Quand la pandémie est arrivée, j'ai eu le grand privilège, de par mes activités à l'Université de Montréal, d'être protégé de ce qui est arrivé en partie à mes collègues qui étaient interprètes. Et donc, c'est pas des calculs, mais puis, en fait, c'est un sens de l'organisation, de gestion du temps, très certainement, pour répondre à ta question. Capacité, peut-être de travail, de passer d'un dossier à l'autre relativement facilement, capable de se concentrer. Puis aussi, d'accepter d'aller dans des zones moins confortables. Quand je suis devenu administrateur ici à la faculté de musique, j'avais pas cette expérience-là. Donc, c'est des nouvelles expériences. Quand je suis devenu chef d'orchestre, puis à 45 ans, je suis allé faire une académie de formation en direction d'orchestre, c'est de se remettre dans une position d'apprenant quand ça fait des années que tu n'as pas suivi de cours. Donc, il y a quelque chose aussi de ce côté-là. Donc, puis évidemment, ayant 50 ans maintenant, j'ai connu comme professionnel l'arrivée de l'Internet, l'arrivée, le développement de l'ordinateur, donc d'essayer de développer aussi des compétences en littératie numérique au fur et à mesure de mes envies, mais aussi des exigences du milieu, de pas résister, puis de surfer la vague aussi, là, quand des fois on n'a pas juste pas le choix. En réfléchissant à la réponse de Mathieu Lussier, j'ai réalisé que j'ai moi-même fait l'erreur d'anticiper la possibilité que certaines aptitudes soient exclusives à chaque rôle. Mais j'adore la réponse de Mathieu qui, peut-être justement parce qu'il a tous ses rôles, arrive à voir les points communs entre chacun. Je trouve particulièrement intéressant l'importance de la curiosité, l'acceptation de sortir de sa zone de confort et surtout l'idée que ces différents rôles se nourrissent l'un et l'autre et que le fait d'avoir diversifié sa carrière amène un réseau de contacts, qui aide ensuite pour progresser et développer des compétences qui sont un peu transversales à chaque rôle. J'ai ensuite abordé l'idée de la surspécialisation qui est souvent demandée en musique aujourd'hui et qui est, selon moi, contraire à la formation qu'ont reçue les grands compositeurs qu'on admire comme Bach, Mozart ou Beethoven et qui ont reçu une formation plus variée d'interprètes, de compositeurs et d'improvisateurs dans un même ensemble. Et voici ce qu'en pensait Mathieu Lussier. C'est particulier parce que pour arriver à atteindre les niveaux d'attente du milieu, il faut être surspécialisé dans certaines choses. Mais c'est toujours l'expression anglaise « Jack of all trades, master of none ». Moi, je me suis fait poser ça dans ma dernière entrevue d'embauche, puis je dis c'est toujours un peu lancé de façon négative, mais j'ai dit pour moi c'est pas nécessairement négatif. Je dis, il est où le problème? Peut-être que faisant tout ça, je suis plus à 100% de ce que j'étais comme bassoniste il y a quelques années quand je faisais juste ça. Je suis peut-être à 75%. Mais mes autres 75% ailleurs font un équilibre qui peut être intéressant, puis qui font que moi j'ai une carrière qui me motive, puis je pense que je peux contribuer aussi à la vie musicale d'ici. Ensuite, j'ai voulu aborder avec Mathieu, le chef d'ensemble, la question du contexte d'audition, qui est reconnu comme l'un des plus anxiogènes pour les musiciens. Et je lui ai demandé, lorsqu'il siège sur un jury d'audition à l'aveugle, qu'est-ce que le jury veut entendre dans le jeu du candidat ou de la candidate? En fait, ça varie beaucoup. Moi, dans l'orchestre que je dirige, c'est un petit orchestre, un orchestre de chambre, Arion.
Quand on fait des auditions, on ne fait pas de l'audition derrière le rideau, mais des auditions derrière le rideau, j'en fais à l'université, j'en ai déjà fait aussi dans d'autres ensembles. C'est le grand paradoxe de cette façon-là de recruter des musiciens et des musiciennes, c'est qu'on cherche évidemment d'abord à faire un tri quand il y a trop de candidats. Alors, c'est comme s'il faut arriver à se démarquer en étant le moins remarquable possible. Alors, évidemment, il y a un niveau de perfection qui est attendu, qui reste presque, même involontairement, un des premiers marqueurs de classement. Lui a pas fait d'erreur. Lui a fait une erreur. Lui a fait 2 erreurs. Puis après ça, c'est le grand miracle de la musique. Dans les récitals, dans les auditions, il y a des gens qui jouent, qui ont une voix, qui ont une présence et qui vont faire la petite erreur, qui vont en éliminer cette autre, mais qui soudainement ne comptera plus parce que il y a tellement d'autres choses qui sont là. Ce surplus-là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la musique, c'est le souffle, c'est l'âme? C'est difficilement quantifiable. C'est pas toujours non plus reçu de personne, mais pour répondre aussi de façon précise à cette question-là, pour un orchestre comme Arion, qui joue de la musique baroque et classique sur les instruments d'époque, on cherche une maîtrise de l'instrument, mais on cherche aussi la maîtrise du langage, donc une éloquence dans le jeu, parce que la musique baroque étant ce qu'elle est, le matériel musical qui nous parvient, on a les notes, on a la structure de l'œuvre, on n'a pas d'indication de jeu. Alors, et on ne peut pas, évidemment, dans les peu d'heures de répétition qu'on a pour monter un projet, partir de zéro tout le temps. Alors, faut sentir qu'il y a une espèce qu'on parle la même langue. Dans la réponse de Mathieu Lussier, on a entendu, oui, la question du nombre d'erreurs, mais on entend aussi la question de la magie lorsqu'un musicien ou une musicienne maîtrise bien le langage, maîtrise bien, en fait, la musique qui doit être jouée. Et ce, assez pour transcender la grande nervosité qui est assez naturelle dans ce contexte. Une audition, c'est de la musique pour les oreilles, mais c'est aussi un emploi pour la personne qui auditionne. Et plutôt que d'espérer ne pas être nerveux ou nerveuse alors que c'est le fait de gagner notre vie, de notre art qui est en jeu, je pense qu'on peut prendre le chemin plus réaliste, mais évidemment difficile, de travailler tellement bien notre musique qu'on arrive à faire de la magie, comme l'exprimait Mathieu Lussier, malgré notre nervosité. Les auditions concernent évidemment surtout les musiciens d'orchestre, mais qu'en est-il maintenant des solistes qui veulent promouvoir leur récital? Et je demandais à Mathieu Lussier, cette fois-ci le directeur artistique du domaine Forget de Charlevoix, pour le bénéfice de nos musiciens ou musiciennes qui font ou qui envisagent une carrière d'interprète, qu'est-ce qu'un directeur artistique veut voir dans le dossier d'un artiste qui fait sa promotion? Ben, ça aussi, c'est un autre des grands paradoxes parce qu'on n'a comme pas le choix de faire de la promotion. Puis en même temps, ben, il y a une partie du travail des gens qui font de la direction artistique, qui ont déjà des envies, ont déjà des idées. On est sollicité de propositions. D'abord, évidemment, faut pas avoir l'impression de lire la même proposition qu'on a déjà reçue 60 autres fois. Si, moi, quand je pose cette question-là, puis quand je parle de ça avec des étudiants et étudiantes, je leur dis, qu'est-ce que t'aimes? Bien, ils disent, la musique de chambre. Plus précisément, la musique allemande de la fin du 19e siècle. C'est ça que je veux faire. Puis là, je dis, tu comprends que tu es un de 100 000 violoncellistes qui veut jouer les sonates de Brahms. Alors, pourquoi c'est toi que j'irais chercher? Alors, il y a une partie du travail de la direction artistique pour le domaine Forget, c'est des gens qui sont déjà démarqués. Mais évidemment, les agents nous abreuvent, on reçoit des choses. Alors, c'est la proposition artistique, mais moi, ce que je dirais, en fait, comme conseil, puis c'est la même chose que je dirais à quelqu'un qui auditionne pour un orchestre, il faut savoir à qui on s'adresse. Alors, faut avoir regardé la programmation. J'essaie de répondre à tout le monde qui m'envoie des propositions, juste 2 lignes. Je regarde ça, je vous reviens si je vois une possibilité, même si je sais très bien que je le ferai pas. Mais si on m'envoie quelque chose d'extrêmement niché qui a rien à voir avec la programmation du domaine Forget, je trouve que c'est un mauvais boulot de démarchage. Si des agents continuent à m'envoyer des profils de pianistes modernes pour Arion,
sans qu'ils comprennent qu'on est un orchestre spécialisé sur les instruments d'époque, ben évidemment, ça n'a pas de chance de fonctionner. Alors, ce qu'on veut, c'est quelque chose de simple, de facile à lire, évidemment d'attrayant à recevoir, à regarder. L'importance du matériel est là. Moi, j'ai mes champs d'intérêt, ce qui m'allume le plus. C'est pas personnel, c'est visible dans les programmations que je réalise. Donc, si quelqu'un veut accrocher mon œil à moi, ben, il sait qu'il doit, par exemple, me proposer quelque chose qui est en lien avec la musique française, en lien avec les activités du Centre de musique baroque de Versailles, ou là, je vais lire peut-être le truc plus longuement, au complet. Mais c'est pas facile parce que comme on est sursollicité de courriels, on peut pas juste tout lire. Alors, c'est sûr qu'il y a une injustice à faire ça, puis néanmoins, ben, il faut le faire quand même. Alors, mais ce que je voulais dire par rapport au parallèle avec les auditions d'orchestre, c'est la même chose. Si on demande à quelqu'un de jouer du Bach, mais au violon pour une audition d'orchestre, c'est intéressant de savoir c'est qui le violon solo de cet orchestre-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui est formé dans la grande tradition russe d'un Bach très costaud avec du vibrato? À ce moment-là, si tu arrives avec une conception de ton Bach qui est historiquement informé, tu as peu de chances d'être intéressant aux oreilles des gens qui vont t'entendre. Ça veut pas dire que ce que tu fais, c'est pas intéressant. Ça veut dire que ta proposition est pas adaptée au contexte auquel à la clientèle que tu vises pour développer l'intérêt qu'ils peuvent avoir envers toi. Et donc, est-ce qu'on évite les fameux courriels de masse? Oui. Moi, la première chose que je fais quand je reçois un dossier de promotion, je regarde si c'est un courriel de masse. Puis que, évidemment, même si ça commence par Dear Mr. Lucier, je le vois si c'est un courriel de masse. Mais il y a 2-3 indicateurs, savoir si on parle du domaine Forget, si on parle de saison d'été. Mais alors, ça, c'est la première chose à faire. Éviter le courriel de masse. Le courriel de masse, j'aimerais voir les chiffres. Je me demande toujours, est-ce que ça fonctionne à un moment ou à un autre? Je sais pas. J'en doute un peu, en fait. J'adore la réponse de Mathieu et j'aimerais confirmer que, en tout cas, de mon point de vue, les courriels de masse pour le musicien stratégique, comme on dit au Québec, eh bien, ça marche pas pantoute. Et ensuite, par la suite, en fait, on s'est tourné vers l'enseignement dans notre conversation. J'ai eu le bonheur d'enseigner à des étudiants de Mathieu Lucier dans le cadre de mes cours de pédagogie et de pratique instrumentale et j'ai voulu connaître comment lui voit l'enseignement à des musiciens et des musiciennes avancés. Moi, je l'ai dit en début d'entrevue, j'ai un parcours un peu atypique pour un bassoniste. J'ai pas eu de poste dans un orchestre symphonique. Alors, l'avantage de ça, c'est aussi un inconvénient. L'inconvénient, c'est que si quelqu'un se voit dans le chemin de l'orchestre symphonique, ben, je suis pas spontanément le bassoniste vers qui ils vont se tourner. Alors, tous les gens qui ne se reconnaissent pas dans cette voie-là, qui ont eu des parcours un petit peu brisés ou plus originaux, cependant, voient mon parcours puis se disent, ben ça pourrait être intéressant pour moi. Alors, je me retrouve à avoir toutes sortes de profils. J'en ai eu aussi des musiciens d'orchestre, là. Mais, puis moi, je sais pas si c'est parce que j'ai une mère psychanalyste, puis tout ça, mais ce que j'essaie de faire, c'est d'adapter mon enseignement, mon approche, d'abord au profil de la personne, puis de voir comment je peux développer cette personne-là du jour 1 où elle va être avec moi jusqu'au jour final de son parcours à l'université. Les récitals, pour moi, c'est toujours un moment difficile parce que c'est comme si ça vient prendre une ponction, un moment sur lequel j'ai pas de contrôle, d'où on est rendu dans le travail. Puis le travail, ben c'est pas le travail d'un an, puis d'une autre année, puis d'une troisième année. C'est un grand travail qui va durer 2, 3, 4, 5 ans parfois. C'est ça qui compte pour moi. Alors, j'ai mon système d'enseignement, j'ai ma façon de voir la technique du basson, mais après ça, j'ai des collègues, il y a d'autres institutions où on va prendre les étudiants et les étudiantes qu'on pense qui vont être capables de s'intégrer dans le monde professionnel. Moi, ma vision des études en musique, c'est plus au niveau des humanités, de l'enrichissement de ce que ça peut faire comme être humain, qu'est-ce que ça va t'apporter d'étudier en musique. Alors,
j'essaie d'insuffler quand même un certain réalisme aux attentes des étudiants et étudiantes. Si je sens qu'ils se voient là, vraiment sortir de l'école puis gagner un poste à l'OSM, si je sais que c'est absolument irréaliste, je pense que c'est important qu'ils le sachent. Mais je vais essayer d'adapter justement cet enseignement-là avec des bases techniques, évidemment, qui ne varient pas, mais selon... on n'est plus à un moment où on peut avoir un moule unique, là. Mes collègues français avec qui je parle de ça, du modèle du Conservatoire de Paris, il y a encore 30 ans, où tu sais, c'est 9-10 personnes en ligne, tout le monde fait la même chose, puis c'est passe ou casse, puis c'est le modèle éprouvé. Ça produit des phénomènes incroyables, mais ça laisse des marques aussi. Alors, moi, j'y vais vraiment juste dans une optique de développement à la fois musical, technique, puis humain aussi. J'aime évidemment sa réponse en lien avec le fait d'adapter son enseignement à la personne qui est devant soi plutôt que d'espérer que les étudiants s'adaptent à nous. Et par la suite, donc, j'ai voulu passer d'une note peut-être plus philosophique vers une note plus humoristique et j'ai demandé à Mathieu Lussier quel était son souvenir le plus surréaliste de quelque chose qui se serait passé pendant une prestation. En fait, c'est peut-être le pire moment de ma carrière, mais c'est un souvenir où je faisais un honnête. Donc, on est 9 sur scène, on est en musique de chambre, tout le monde est engagé. Et je me rends compte, en tournant ce que je pensais être l'avant-dernière page sur mon lutrin, qu'il n'y a pas de dernière page. Et donc, qu'il me manque une page complète et que je suis pas dans un orchestre symphonique. Donc, je peux pas être caché. Et là, c'est tout ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. Est-ce que j'arrête tout? Je sors chercher ma page, je reviens et on reprend. J'aime pas beaucoup cette image-là. J'aime pas beaucoup les conséquences possibles sur ma carrière. Est-ce que je fais comme si rien n'était, je me lève, je sors et je reviens, comme si c'était un peu normal, provoquant certainement une certaine confusion chez mes collègues. Et je rappelle qu'on est 9 sur scène, donc c'est sûr que ça va paraître. Ou bien avec une espèce d'inconscience YOLO à fond, d'essayer de me souvenir à peu près de ce que je suis censé jouer, puis de faire semblant que all is good, et de me rendre jusqu'au bout. Ce qui est l'optique que j'ai choisi à ce moment-là. Donc, disons, niveau de fierté personnelle à la fin de ce concert-là, pas très élevé. Niveau de dommages sur le concert, en rétrospective, je me dis que c'était la décision à prendre. Ça fait 20 ans que c'est arrivé. Et à chaque fois que je joue avec des feuilles séparées, maintenant, je regarde il y a combien de pages avant de jouer, parce que c'est pas le genre d'expérience qu'on veut vivre 2 fois dans une carrière. Oh, monsieur, les sueurs froides, en effet. Passons maintenant de ce que Mathieu Lussier a décrit comme le pire moment pour se tourner vers le plus beau moment. Donc, je lui ai demandé de raconter un souvenir de scène particulièrement mémorable. En fait, je dirais que j'ai peut-être 2 concerts là, qui ont été des moments très, très forts musicalement. Un, c'est passé aussi une vingtaine d'années, c'était avec les Violons du Roi. C'était avec Magdalena Kojena, qui est une grande soprano tchèque, avec qui on faisait une tournée. On a fait un concert au Concertgebouw d'Amsterdam, puis c'est un de ces moments de grâce où n'importe qui était là dans l'orchestre avec les Violons du Roi en 2003 ou 4, en 2004, je pense, va toujours nommer ça comme un des plus grands moments de sa vie. C'est un moment de grâce. C'est une interprète qui vivait dans sa vie personnelle un peu ce qu'elle incarnait sur scène dans cette ère de Handel-là. Et c'est des moments où on dirait que c'est des moments clichés, là, mais tu as l'impression qu'il moment de perfection, tout se passe, puis tout le monde est confiant au même moment d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire. Donc, ça, puis avec Pentaed, mon quintet avant aussi, un voyage d'hiver de Schubert avec Christophe Prégardien, à 2 reprises, une fois en Autriche, une fois à Londres, là, des moments où tu dis, là, je vis un moment unique, là, puis ça, au soir de ma vie, c'est sûr, je me souviens de ça. Puis, jusqu'à maintenant, j'espère pas être au soir de ma vie, mais ces moments-là n'ont pas été déclassés.
Ça a été un réel plaisir de discuter avec Mathieu Lussier de tous ces chapeaux. Je suis convaincu que vous aurez trouvé matière à réflexion en fonction du ou des rôles qu'il a évoqués. Pour ma part, je retiens certainement l'idée d'avoir plusieurs rôles qui se nourrissent mutuellement et de laisser place à la curiosité et à la polyvalence dans notre cheminement. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci comme d'habitude à Vonti Productions pour la touche finale sonore de mes épisodes. Je termine en vous disant bon travail et prenez soin de vous.